Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, j'improvise ce petit vlog parce que, en fait, pour la première fois, je pense, depuis que je fais Noob, j'ai stoppé un tournage. Enfin, il n'était pas commencé, mais on était en train de préparer les affaires et tout ça, et j'ai arrêté un tournage de Noob. Et comme on dit, j'ai rage quit. Pas de problème hein, avec personne. Tout se passait bien sur le tournage en lui-même. C'est juste qu'à côté de ça, pour le boulot, on va dire, entre guillemets, j'ai eu un petit combo de nouvelles qui m'ont un peu saoulé. Et je me suis dit, ça sert à rien de commencer un tournage si le cœur n'y est pas. C'est contrariant. Donc je me suis dit, à la place, je vais aller m'isoler sur le Faron. Je vais aller respirer 5 minutes. Et là, je me suis dit, du coup, puisque je suis en train de le vivre en ce moment, je vais faire un petit vlog pour vous parler donc de cette notion de charge mentale. Alors, là, en l'occurrence, il n'y a rien de grave. Hein, c'est juste des choses qui... On essaye d'avancer, c'est déjà pas facile et vous avez des nouvelles et on va dire des actions qui vous poussent en arrière et qui essayent en gros de vous faire tomber dans le gouffre. Je dis pas ça parce que je suis à côté d'une falaise, hein, attention, tout va bien. Mais du coup, c'est intéressant. Je me dis, plutôt que de ruminer dans mon coin, je vais parler à la caméra et je vais vous expliquer un peu ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui fait un métier aussi insolite que le mien, mais qui est aussi celui de plein de youtubeurs, d'auteurs, enfin voilà, avec le transmédia, je touche à pas mal de boulot. Et c'est vrai que j'en parle pas beaucoup de ce genre de choses. Donc, quelle est la charge mentale, on va dire, de quelqu'un qui est un petit peu touche à tout, indépendant sur internet, pionnier aussi, parce que il n'y a pas si longtemps, YouTube ça n'existait pas, hein, quand on a commencé ça n'existait pas, il n'y a pas les réseaux sociaux et tout ça, le crowdfunding, avant qu'on lance notre premier crowdfunding, c'était pas populaire en France, donc il y a cette notion de pionnier, donc parfois peut-être un peu incompris, et puis avec une image biaisée aussi, parce que voilà, sur internet on a l'air plus beau, plus fort, etc. Je ne parle pas de moi, hein, je parle de la structure, de l'aventure. Il n'y a peut-être pas assez les difficultés qui sont mises en avant. En fait, déjà il faut savoir que même aujourd'hui, même au moment où la charge mentale est la plus... La jauge je vais vous expliquer ce que je vois comme étant la charge mentale, mais même quand la jauge est à son maximum, la balance reste largement positive. C'est juste que tout esprit et tout corps a ses limites, et que de temps en temps, il faut être capable de jauger tout ça. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Quand on est indépendant, quand on crée, il faut faire un marathon. Mais parfois aussi, il faut être capable d'avoir un certain rythme, parce que si on ne va pas assez vite, c'est toute l'aventure qui s'effondre. Hein. Alors, on va commencer par la web-série. Quand je fais la web-série, qu'est-ce qui se passe? Déjà, ça implique un groupe. Une web-série, c'est pas un youtubeur avec tout seul devant sa caméra, c'est pas deux personnes devant leur caméra, c'est une équipe, un groupe. Ce sont des amis. Et donc en fait, il faut gérer un groupe. Donc il faut, être à l'écoute. Il faut oublier personne. Il faut faire en sorte aussi que ça se passe bien dans un groupe. Alors je touche du bois, mais moi j'ai la chance d'être dans un groupe où il n'y a pas beaucoup de problèmes. J'ai entendu des anecdotes sur d'autres groupes de web-séries, etc. Et je peux vous dire qu'il y a des groupes où c'est l'enfer. C'est très compliqué à gérer. Il y a des choses plutôt graves qui peuvent se passer. Hein. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que la plupart des groupes de web-séries de l'époque, de la grande époque où c'était en train d'exploser en France, ils se sont quasiment tous disloqués les uns les autres. Hein. C'est pas la seule raison, mais c'est très dur à tenir un groupe. Donc il y a la gestion de groupe. Moi, c'est pas une grosse charge mentale parce que c'est une équipe qui est quand même cool et je dirais même que c'est un soutien. Donc là, c'est à mettre dans le positif. Là, il faut écrire la scène. Alors, Noob, c'est 10 saisons. Donc quand vous écrivez une scène d'une saison 10, c'est pas tout à fait pareil parce que c'est un univers transmédia, donc il faut être cohérent. Il faut être cohérent avec les milliers de pages de romans, les centaines de pages de BD, de manga, de light novel, avec maintenant un jeu vidéo qui est en préparation. Donc tout ce que vous écrivez, il faut peser chaque mot. Il faut que chaque élément soit en adéquation avec la chronologie et, on va dire, l'encyclopédie, la Bible de l'univers. Donc ça demande un gros travail. Ensuite, comme je disais, il faut oublier personne. Donc il faut être capable aussi d'avoir une histoire qui englobe tous les personnages de l'univers. De Noob, pas de l'univers au sens premier du terme, sinon c'est compliqué.
Ensuite, vous devez écrire votre scène. Donc vous devez trouver des idées. C'est une saison 10, il faut se renouveler, il faut prendre des risques, il faut raconter une histoire qui tienne les gens en haleine. Par exemple, quand j'ai intégré l'e-sport, je ne connaissais pas bien ce domaine, l'e-sport, donc je me suis renseigné, donc il faut se documenter. Est-ce que faut se projeter aussi dans l'avenir? Est-ce que si je pars dans cette direction, est-ce que ça va servir le projet? Est-ce que, je vais dans une direction qui va tenir les gens en haleine suffisamment longtemps? Et puis quand vous écrivez votre scène, il faut être capable de jauger un épisode et de le faire suffisamment intéressant sans qu'il dure une demi-heure ou sans qu'il dure 2 minutes. Les paroles, il faut les adapter à chaque acteur. Sparadrap ne parlera pas de la même manière que Rafale, qui ne parlera pas de la même manière qu'Ivy, que Gaïa, etc. Donc il faut s'adapter aux personnes qui sont présentes. Donc ça veut dire qu'il faut demander aux acteurs qui sera présent. Et en fonction de qui vous avez besoin et de qui vous dit qu'il est là, vous devez vous adapter, parce que vous n'avez pas forcément tous les acteurs que vous voulez au moment où vous en avez besoin. Donc vous vous adaptez. Vous écrivez avec une certaine musicalité, vous choisissez les mots, vous devez le lire à haute voix, etc. Parce que s'il ne s'agit pas d'écrire une phrase en disant hey, « salut, viens par ici, machin », il faut qu'il y ait une musicalité. On n'est pas des acteurs pros, donc si en plus c'est écrit avec les pieds, là pour le coup ça va sonner très très faux. Donc il faut être capable d'aider les membres de l'équipe en écrivant en adéquation avec chaque personnage, mais en choisissant aussi des mots. C'est difficile à expliquer la notion de musicalité, mais c'est une grosse part du travail. Et puis vous écrivez, voilà, et puis souvent vous terminez à pas d'heure dans la nuit, vous envoyez le script. Et puis le lendemain, il faut tourner. Mais avant ça, vous avez préparé les costumes. Donc vous avez bloqué une après-midi, vous avez préparé les costumes, vous avez fait les caisses. Puis régulièrement, il faut nettoyer les costumes aussi, etc. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous devez vous assurer du lieu de tournage. Donc vous allez voir tel lieu de tournage, vous en prenez un que vous avez l'habitude d'avoir. Vous faites du repérage. Est-ce qu'en week-end, il y a du monde? Est-ce qu'en semaine, il y a du monde? Est-ce qu'il vaut mieux tourner en semaine? Mais si je tourne en semaine, je n'ai pas autant de monde de disponible parce que mes acteurs travaillent, etc. Donc ça, ce sont plein de choses qu'il faut prendre en compte. Et une fois que vous êtes sur le moment, il faut tourner. Parfois, il fait froid, parfois on a faim, parfois, il y a un acteur qui ne va pas venir à la dernière seconde. Donc, il faut repenser le script sur le moment. Et puis, il faut penser aussi au fait qu'on tourne en extérieur. Donc, parfois, il y a du vent, parfois, la lumière est dégueulasse. Parfois, il va pleuvoir, donc il faut se dépêcher. Parfois, il y a des touristes qui passent et qui s'arrêtent. Et puis, il y a quelqu'un qui va pique-niquer juste à côté de là où on tourne et qui va mettre la musique. Donc, il faut s'adapter, il faut recommencer plus loin, etc. C'est du stress, tout ça. Mais globalement, si c'était saoulant, on ne le ferait plus depuis pas mal d'années. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Si on est encore là, c'est que ça nous plaît. Et que ça nous permet de prendre l'air aussi. C'est plutôt sympa, on a quand même une région assez magnifique. Et puis une fois que vous avez fini, ah oui j'ai oublié, il faut préparer les caméras évidemment, il faut charger les batteries, charger les lumières, vider les cartouches, quand je dis cartouches c'est les cartes mémoire, il faut nettoyer les objectifs, il faut vérifier que tout fonctionne, les micros, est-ce que les câbles c'est bon, parce que les câbles XLR de temps en temps, à force de les enrouler, les dérouler, des fois au bout d'un moment le câble à l'intérieur grésille, ça fait que ça grésille et du coup il faut toujours avoir du matériel de secours, il faut pallier tous les imprévus et compagnie, donc tout ça il faut y penser, il faut l'avoir en tête. Et ça contribue à la charge mentale. C'est quelque chose où voilà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de choses à réfléchir. Évidemment, c'est comme les poupées russes. Je vous parle des caméras, je vous parle des micros, je vous parle de tout ça. Mais il faut apprendre à les utiliser. Tout ça, c'est bien beau d'avoir des caméras professionnelles. Mais il faut savoir les utiliser. La balance des blancs, comment on fait pour avoir un fond flou, comment on fait pour avoir un fond net. Pourquoi utiliser plutôt un fond net, une zone on va dire de netteté plus large, par exemple pour un combat c'est plus facile, et puis de temps en temps pour un dialogue c'est bien d'avoir du flou derrière, ça donne un côté plus intimiste, plus esthétique, etc. Donc il faut maîtriser tout ça, c'est un travail à part entière d'être cadreur, et puis il faut réaliser. Quand vous réalisez votre scène, donc vous dirigez votre acteur pour obtenir on va dire la manière de dire le texte que vous avez écrit la veille de la manière que vous voulez, avec les bonnes expressions, la bonne gestuelle, mais vous devez aussi réfléchir à votre plan. Quel plan je vais faire? Est-ce que je vais plutôt faire un plan large, un plan pas large et compagnie? Et puis, travailler évidemment la balance des blancs, etc. Parce qu'après, c'est vous qui allez faire l'étalonnage, le montage et compagnie. De temps en temps, ça ne se passe pas comme prévu. Donc, du coup, vous vous dites, ok, on manque de temps, donc on va tout tourner dans le désordre. On va faire tous tes plans à toi, puis tous tes plans à toi, puis tous tes plans à toi, etc. Les plans d'ensemble, les machins, etc. Donc, dans votre tête,
il faut que vous ayez votre script et votre montage, enfin votre storyboard en quelque sorte, et que vous soyez capable de monter n'importe quelle phrase en vous disant là je sais que ça va être un plan large, là je sais que ça va être un plan serré, là je sais que ça va être, en fait je connais, tellement que je suis autodidacte, je ne connais pas les échelles de valeur, les plans américains, les plans italiens, les plans machin, enfin voilà. Donc c'est approximatif, mais bon, moi je me comprends. Donc tout ça, il faut y penser. Et puis une fois que vous avez fini votre tournage, si vous avez réussi, vous rentrez chez vous, vous sauvegardez les rushs sur un disque dur, 2 disques durs, 3 disques durs, parce qu'évidemment, il faut pallier les imprévus. Et puis ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, il faut commencer à faire le montage. Et puis vous faites donc votre premier montage. Et puis voilà, une fois que vous avez fait votre montage, c'est encore un métier ça, de faire monteur. Hein. C'est pas, si vous savez filmer, vous ne savez pas forcément monter. Il faut apprendre à utiliser, pour ma part, Adobe Premiere. Et puis une fois que vous avez fait le montage, eh bien, il faut faire l'étalonnage. L'étalonnage, c'est la gestion des couleurs. C'est, par exemple, quand c'est trop lumineux à certains endroits, vous essayez de rattraper ça. Et puis vous mettez vos filtres. Et puis vous essayez de faire en sorte que la lumière soit, on va dire, à peu près égale sur toute une scène. Et puis vous allez avoir un choix artistique qui va consister à faire plutôt quelque chose de plutôt orangé ou de plutôt bleu, plutôt vert, plutôt avec une saturation des couleurs. Enfin voilà, ça c'est l'étalonnage. Et puis vous allez faire les effets spéciaux. Donc les effets spéciaux, c'est encore un autre métier. Il faut l'apprendre ce métier. Et puis il faut être capable d'être suffisamment performant et de s'améliorer avec l'évolution des technologies, des filtres. Et aujourd'hui, avec l'amélioration constante des séries sur Netflix et compagnie, il faut essayer quand même de faire en sorte de ne pas être trop dégueu en termes d'effets spéciaux, même si vous êtes seul. Donc vous allez faire vos petites particules en effets spéciaux. Au début vous mettez juste vos particules, puis après vous apprenez que si jamais vous mettez un flou de bouger, c'est plus beau. Et si après vous apprenez que par exemple vous devez jouer sur la lumière et mettre un effet un léger flou, comment dire, lumineux, j'ai perdu le mot, bon c'est pas grave. Si vous mettez donc des effets de lumière, puis après vous vous rendez compte que ces particules qui deviennent lumineuses et qui sont floues quand elles bougent, de temps en temps il faut qu'elles passent derrière des obstacles. Donc vous allez mettre des calques, vous allez apprendre à mettre des calques et à mieux les intégrer. Et puis après vous allez apprendre que c'est mieux si vous mettez des reflets de lumière sur votre acteur ou sur votre décor. Donc vous allez rajouter des effets de lumière parce que la particule elle passe là, donc il faut que, même si ça dure une seconde, il faut qu'il y ait un phénomène physique, sinon elle n'est pas bien intégrée à l'image. Et donc vous allez rajouter à chaque fois du travail pour que ce soit de mieux en mieux intégré. Et puis vous allez faire vos effets spéciaux, donc c'est très vaste, hein. Ça peut être Gaïa qui est allongé dans ses pièces d'or, ça peut être quelqu'un qui génère une boule de feu, ça peut être quelqu'un qui disparaît, etc. Donc plein d'effets spéciaux et vous allez les faire. Et puis vous n'allez surtout pas vous réfréner sur les effets spéciaux parce qu'en fait il faut que ça serve le scénario. Vous ne pouvez pas vous dire ah ouais non là j'ai la flemme, tant pis je fais pas machin. Non, si votre scénario implique un effet spécial, c'est le résultat qui compte, donc vous allez le faire. Et puis une fois que vous avez fini tout ça, vous assemblez le tout, vous faites ça proprement, et puis après vous allez exporter le son. Donc vous allez avoir du son qui est un autre métier encore. Faire en sorte que les voix soient à égalité partout. Vous allez masteriser les voix pour qu'elles ressortent par rapport aux autres effets sonores. Vous allez mettre sur des pistes séparées les bruitages et puis les ambiances. Par exemple, quand vous êtes en pleine nature, vous entendez toujours, par exemple là, il y a des montagnes autour de moi, il y a toujours un petit effet comme ça, il n'y a jamais le silence complet. Donc vous allez mettre votre petit effet sonore. Et puis de temps en temps, vous allez mettre un écho, parce qu'il y en a un qui a un pouvoir, ou tout simplement il parle dans un endroit où il est censé avoir de l'écho. Et puis vous vous rendez compte qu'il y a eu des bourrasques, par exemple, au moment où vous avez fait la prise son, donc vous allez apprendre à nettoyer aussi votre son, en enlevant les sons parasites. Et puis vous allez apprendre plein de choses comme ça, que vous allez ensuite ajouter à votre process. Et puis vous allez mettre les musiques. Attention, parce que les musiques, vous mettez la musique, il faut qu'on entende quand même les bruitages, il faut qu'on entende les paroles. Et puis une musique, c'est pas toujours le même volume sonore. De temps en temps, ça fait un petit volume, puis d'un coup, voilà. Donc il faut que ce passage-là, il ne couvre pas les paroles du personnage. Donc du coup, il va falloir que vous fassiez en sorte que le volume sonore s'adapte, parce que ce sont les paroles qui priment avant tout. Et donc vous allez faire tout ça, à la fin vous allez tout assembler, vous allez tout encoder, l'encodage aussi, alors à l'époque c'était plus difficile qu'aujourd'hui, maintenant ça va, mais à l'époque avoir le bon encodage, le bon ratio entre on va dire le poids de votre fichier
et la qualité de l'image et du son, c'était pas évident. Vous allez faire vos masters que vous allez sauvegarder sur les disques durs, et puis vous allez faire les versions que vous allez mettre sur internet, et puis vous allez faire tout ça. Et puis ensuite, vous sortez votre épisode. Et puis une fois que vous avez sorti votre épisode, vous avez donc les retours, donc vous essayez d'être un peu présent, donc vous répondez aux messages, etc. Et puis de temps en temps, vous ne faites pas forcément du bon travail, quand bien même vous avez travaillé, 40 heures sur votre épisode, les gens vont vous dire c'était nul. Ou oh là là, toute cette attente juste pour ça, oh là là, machin, etc. Faut l'encaisser et il faut être. Moi en général, je le prends bien de vous à moi, parce que même quand on me dit toute cette attente pour ça, c'était trop court, oh là là, maintenant vivement la suite et tout ça, et que vous vous dites du coup il va falloir que je recommence tout ça pour faire le prochain épisode, et ainsi de suite jusqu'à la fin et compagnie. C'est de la charge mentale, mais moi vraiment c'est quelque chose qui me plaît quand les gens me disent ça, parce que il n'y a rien de pire que de faire tout ce que je viens de vous dire et de vous heurter à un silence et d'avoir, vous sortez votre épisode et puis 3 vues, 4 vues, 10 vues, 100 vues même, voilà, et puis 0 message, voilà, vous ne savez pas si les gens ont aimé, pas aimé, ça c'est dur, c'est très dur, donc je m'estime chanceux d'avoir beaucoup de réactions. Alors de temps en temps vous avez aussi les haters, les trolls et tout ça qui vont essayer de vous briser en vous envoyant des messages méchants, voilà, méchants. Ça, il faut faire abstraction. Et quand ça fait 20 ans que vous êtes sur internet, ça vous fait plus grand chose. Même des fois je m'amuse à troller les trolls et puis à leur envoyer un petit peu des messages moqueurs, etc. Ça c'est des choses qui m'arrivent, donc ça me fait pas beaucoup de mal ça. Mais voilà, tout ça c'est de la charge mentale. Et là je ne vous parle que de la web série. Parce qu'après il y a les making of, et puis il y a plein de choses, à gérer. Là, je pourrais rentrer dans des sous-catégories très très longues. Dans un groupe où vous avez 50 personnes, de temps en temps, vous avez peut-être des petites tensions, machin qui ne veut plus voir bidule parce que en ce moment, ils sont un peu fâchés. Et puis ensuite, il se rabiboche, et puis tout va bien, etc. Et puis machin, il a de mauvais poil parce qu'il n'a pas beaucoup dormi, ou en ce moment, bidule a des problèmes dans sa vie perso, donc il a à prendre avec des pincettes, etc. Ça, c'est dans tous les groupes du monde. Comme je disais, nous, c'est minime. Vraiment, c'est minime parce qu'on se voit vraiment pour passer des bons moments. Donc, on met un petit peu nos problèmes de côté. Et quand on se voit, ça se passe bien. Mais il n'empêche que, voilà, quand il y a des petits soucis, par exemple, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais si jamais vous avez un personnage qui s'engueule avec un autre, moi, dans mon scénario, je ne vais pas les mettre tout le temps ensemble, par exemple. Donc, il faut que je m'adapte. Au moins le temps que ça se calme, parce qu'ils boudent, trucs comme ça. C'est rare, mais de temps en temps ça arrive, donc j'en parle. Donc voilà, ça c'est la web série. La web série, c'est le métier de personne dans l'équipe. C'est le métier de personne, c'est quelque chose qu'on fait comme ça pour s'amuser. Donc là, j'ai pas encore commencé à parler de mon métier. Même si, il faut se rendre à l'évidence, quand je sors un épisode, il est évident que ça a un impact sur mon métier, puisque mon métier c'est d'être auteur. Et tout est parti de la web série. Donc forcément, si je sors la web série, les statistiques augmentent, les gens regardent l'épisode, etc. Et puis peut-être que certains se disent du coup je vais aller plus loin dans l'univers et j'aimerais bien du coup acheter les romans ou acheter le manga ou la BD, etc. Donc ça a un impact. C'est pas mon métier, mais je vais certainement pas dire que ce n'est qu'un loisir. C'est aussi un cercle vertueux, c'est quelque chose qui est important. C'est une passion. Parce que c'est tellement long à faire une web série que si c'était pas une passion, même si jamais ça nous permet d'alimenter des stats, de donner un petit peu du contenu sympa à la communauté, de passer des moments sympas avec mes potes, si c'était pas une passion, ça serait trop de travail pour moi. Je mets trop de choses de côté pour faire la web série, donc si c'était pas en soi mon loisir, je pourrais pas. Donc c'est un loisir de faire la web série, mais c'est aussi quelque chose qui va rentrer dans un tout cohérent et qui va permettre d'alimenter un cercle vertueux. Voilà, donc tout ce que je viens de vous dire, c'est entre guillemets la charge mentale qui concerne la web série et uniquement la web série. Donc là déjà, comme vous voyez, c'est pas un job à plein temps, c'est plusieurs jobs à plein temps, mais qu'il va falloir assumer en grande partie seul, même si jamais je suis épaulé énormément. Les acteurs, ils sont toujours disponibles, Istos, il m'aide à trouver des lieux de tournage, j'ai toujours des gens pour venir m'aider à tenir la perche, à faire caméra 1, caméra 2, j'ai mon frère Pierre, et puis à l'époque il y avait Lucas aussi qui montait les making-of, à partir de la saison 7, c'est plus moi qui faisais les making-of, donc
Des soutiens, j'en ai, mais bon, il n'empêche que 90% du travail, c'est encore moi qui le fais, et c'est mon fardeau et c'est normal, c'est ma passion, c'est moi qui ai lancé le truc, et il n'y a rien de pire pour moi dans un domaine comme ça où on est amateur, on est bénévole, si on commence à déléguer, c'est mort, c'est ma passion, c'est moi qui assume les côtés chiants, parce que je ne peux pas juste récolter le côté sympa, ouais, c'est moi qui écris les textes, ouais, c'est moi qui en gros... qui fait toutes les parties sympas et par contre les centaines d'heures à faire des effets spéciaux, les centaines d'heures à faire tout ce qui est un peu compliqué, les bruitages et tout ça, par contre tout ça c'est vous qui faites. Non, c'est à moi de faire tout ça, donc c'est une charge mentale assumée, mais le jeu en vaut la chandelle parce que la charge mentale, c'est tout un tas de responsabilités que vous avez. Ça peut vous donner une pression, de l'angoisse, de l'anxiété, ça peut être très compliqué à vivre. Mais si jamais cette charge mentale-là se termine en quelque chose qui est plus positif que ce que ça vous demande d'encaisser, dans ce cas-là, la balance est bonne. Je sais pas moi, si demain vous allez faire du sport, vous vous entraînez, je sais pas moi, par exemple pour faire du tennis, vous vous entraînez tous les jours, vous tapez dans la balle, etc. C'est la charge mentale, il faut se lever, il faut être prêt à faire l'effort, il faut avoir mal, il faut progresser et compagnie. Mais pourquoi vous faites ça? Pour être performant le jour du match. Et puis le jour du match, vous vous éclatez, et puis vous gagnez, vous perdez, mais vous avez vécu une sensation, une émotion qui vous a procuré du plaisir. Et du coup, vous ne regrettez pas d'avoir fait tous ces entraînements, etc. Bon, là, c'est la même chose. Pareil, on y viendra tout à l'heure, mais quand vous écrivez un roman, oui, vous allez rester assis pendant des heures et des heures et des heures, vous allez être frustré de temps en temps, vous allez avoir la page blanche, ça va être compliqué. Mais à la fin, vous aurez fini votre bouquin et ce plaisir-là sera supérieur à tout ce que vous aurez enduré. Donc, la charge mentale, c'est là que c'est important, c'est qu'il faut être capable de la gérer. Donc, sur la web-série, je vous ai évoqué toute cette charge mentale et oui, globalement, le plaisir est supérieur, le jeu en vaut la chandelle. Mais c'est pas tout. Ensuite, c'est là qu'intervient le début de mon métier, à savoir auteur. Mais pour être auteur, il y a deux voies. La première voie, c'est je signe chez un éditeur et puis il fait la plupart du boulot, de la logistique, les maquettes, etc. C'est lui qui se démerde. Ou alors, je m'auto-édite. Bon, moi, j'ai fait un peu des deux. Je me suis créé une structure pour m'auto-éditer et j'ai eu des projets qui ont été signés chez des éditeurs. Chez Octobre, c'est très bien passé. Chez Soleil, ça s'est très bien passé. Et c'est là qu'on en vient à Olydri. Olydri, j'en suis le gérant. Gérant majoritaire, ça veut dire que j'ai plus de 50% des parts. C'est une petite société, donc de toute façon, c'est une SARL. Je suis donc gérant non salarié. Je ne peux pas me salarier si jamais je suis gérant majoritaire parce qu'il ne peut pas y avoir de lien de subordination avec soi-même. Donc pas de chômage, pas de tout ça, pas de rémunération fixe. De toute façon, on ne pourrait pas. Donc, il y a quelques employés chez Olydri, on est 3, il y a Gaïa, il y a Istos et il y a ma maman. Chacun ayant sa spécialité. Gaïa, alors elle est auteure, mais ça c'est autre chose. Elle s'occupe du juridique chez Olydri et elle est directrice d'édition. C'est-à-dire que s'il y a un problème au niveau de l'édition, c'est elle qui va communiquer avec les auteurs, les machins, il faut bien qu'ils aient un interlocuteur. Istos, il va gérer tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est gestion de la boîte, tout ce qui est logistique, tout ce qui est SAV, tout ce qui est déplacement en salon et compagnie, c'est lui qui gère tout ça. Et ma maman, en fait, son travail, c'était à l'époque de faire des produits dérivés, donc c'était un lien vers des fournisseurs, sa société n'existant plus, enfin la société qui l'embauchait n'existant plus, je lui ai dit pourquoi on n'essaierait pas de fusionner, on va dire, ta compétence et ton carnet d'adresse à Olydri. Et donc, elle nous a rejoints et c'est grâce à elle qu'on a des produits dérivés et qu'on a un tel contrôle sur chaque produit dérivé. Si on veut faire un coffret collector, on peut le faire et on a un vrai contrôle parce qu'elle a les fournisseurs. Si on veut faire un t-shirt, un sweat, etc. Parce qu'à la base, elle travaille avec l'armée. Donc en fait, tout ce qui est par exemple le Charles de Gaulle, le porte-avions, des fois, ils nous commandent des trucs. On travaille avec... Donc on a la qualité, c'est ça qui est bien. Une fois, on a même fait des casquettes pour Obama, Hollande et Le Drian brodé, tout ça, parce qu'il y avait une cérémonie à Toulon, parce que c'est une ville avec un port militaire. Donc voilà, disons, on a des fournisseurs qui sont plutôt chouettes. Et c'est pas notre métier, donc là, c'est ma maman qui gère tout ça. Donc on a 3 employés. Moi, je suis rémunéré en tant qu'auteur. Donc je fais des bouquins. Si je les fais bien, j'ai le droit des droits d'auteur, si ça plaît aux gens, et si ça plaît pas aux gens, je touche rien. Et on pourrait toucher des dividendes, mais quand vous voyez Olydri...
Il n'y a pas possibilité de se faire des dividendes parce qu'il n'y a pas de bénéfices. Les 2 dernières années, on était en négatif parce qu'on a tenté d'être une maison d'édition normale en éditant des licences autres que les nôtres. Ça s'est très bien passé humainement, mais au niveau des résultats, voilà, on est en très très négatif. Mais le fait d'avoir stoppé le truc fait que petit à petit on revient, donc il n'y a pas de danger. Évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui a pensé, mais si jamais ils ont été en négatif, ça veut dire que le crowdfunding… Non, le crowdfunding, si on est en négatif, c'est justement parce que le crowdfunding est sur un compte à part et que là c'est un budget à part. Et là, il n'y a pas de problème, on a toujours honoré nos crowdfunding, tout se passe bien. Là, tous les feux sont au vert, y compris pour le crowdfunding du jeu vidéo. Là, tout va bien. Black Pixel, le bon temps du jeu vidéo, ils finiront le jeu en temps et en heure, ils savent très bien, on a les contrats, tout va bien. Les contreparties, on a tout ce qu'il faut, on a les devis, on a les sommes, etc. C'est à part, c'est autre chose, c'est particulier. Et c'est parce que le crowdfunding, de toute façon, toute la somme qu'on a touchée est réinvestie dans les contreparties, dans le projet, qu'on est en négatif par ailleurs. Si jamais, évidemment, on avait pris une partie du crowdfunding en tant que bénéfice, entre guillemets, oui, là effectivement on serait très bien. Mais c'est pas ma façon de voir les choses. J'ai pas envie, moi, quand je fais un crowdfunding, de dire hey, super, je prends toi ta contrepartie, toi ta contribution, et je dis que ça c'est du bénéfice. Non, je pars du principe que vous êtes des producteurs et que toute la somme est partie dans le projet. Et si le projet marche, par contre, là oui, il y aura une part de bénéfice. Le jeu vidéo Noob, si jamais, une fois qu'il sera terminé, si jamais il se vend sur Steam, etc., il y aura une partie de droit d'auteur pour moi, une partie de droit d'auteur, enfin pas de droit d'auteur, mais de droit d'exploitation pour l'IDRI, une partie de droit d'auteur pour les musiques, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'était petit, je vous donne le contexte. Donc, il faut gérer une société, donc avec toutes les contrariétés qu'il peut y avoir. Qui dit société dit des gens qui vont tenter de mettre des bâtons dans les roues, des tentatives, il y a des procès, c'est pas rare dans le monde professionnel, alors pas des procès, mais je veux dire des actions qui vont en justice. Parce que, je sais pas, ça peut être un ancien bailleur au niveau des locaux qui fait un coup tordu, donc il ne faut pas se laisser faire. En plus, Yaya, elle a fait bac plus 9 en droit, moi je suis bac plus 5. Donc nous, dès qu'il s'agit, on ne se laisse pas faire de ce côté-là, mais ça coûte du temps, de l'argent et de la charge mentale, parce que c'est contrariant. Des gens qui font n'importe quoi, donc vous avez 2 solutions. Vous vous laissez faire, et vous dites tant pis, et donc la personne elle vous atomise, ou alors vous vous défendez. Et donc vous avez le risque de perdre, puis il faut faire des dossiers, il faut prendre des avocats, les machins et tout ça. Heureusement, on est une petite structure, ce que je vous dis, ça nous arrive quasiment jamais, mais bon, en 10 ans, oui, on a eu quelques petites contrariétés comme ça, donc ça demande du temps. Et puis, il va y avoir aussi des collaborateurs. Quand on fait un suite, par exemple, quand on fait un bouquin, on ne le fait pas dans nos locaux. On a des imprimeurs, on a des fournisseurs, etc. Donc des fois c'est contrariant parce que ils vont vous dire un truc, puis ils vont dire ah non en fait on s'est trompé, il faut tout refaire. Donc vous refaites les maquettes, les machins. Enfin, toute collaboration a sa part de contrariété. Donc tout ça c'est de la charge mentale, c'est du temps passé. Pourquoi c'est de la charge mentale aussi? C'est parce que le souci c'est que dans l'édition, j'écris des romans. J'écris des light novels, évidemment je chapeaute des dessinateurs, donc je leur donne du scénario quand c'est un light novel, enfin je leur demande les illustrations quand c'est un light novel ou les couvertures, je leur dis voilà j'aimerais voir ça, et puis quand je fais un manga ou une bande dessinée, je dois driver mon dessinateur, donc ce sont des discussions et tout ça. 75% des personnes avec qui j'ai travaillé, ça a été un plaisir. Je pense notamment à Philippe Cardona et Florence Torta, on travaille depuis des années ensemble, plus d'une décennie, c'est un plaisir. Joris Boyer avec qui je fais les mangas, c'est un plaisir. J'ai eu des tentatives avec des personnes un petit peu, où c'était un peu plus compliqué. Soit c'était plus compliqué, par exemple à l'époque on avait tenté de faire un manga Noob. La personne avait mis 1 an et demi pour faire 20 pages, avait besoin tout le temps d'avance sur les pages suivantes, etc. Ouais, là, il a bien fallu dire ah non, malheureusement, ça va pas le faire. Le manga, déjà, tu demandes toujours des avances, c'est compliqué. Qu'est-ce qui va se passer quand tu auras plus d'avance, justement, sur les pages et qu'il t'en restera encore 50 à faire, par exemple? Et puis, pour faire les 160 pages du manga, il va te falloir, à ce train-là, il va te falloir 7 ans, 8 ans. Enfin, c'est pas possible. On ne peut pas filer des avaloirs comme ça et attendre 8 ans avant la sortie du bouquin, c'est pas possible. On a des fois des dessinateurs qui mettent un temps fou et qui nous mettent dans l'embarras, vraiment.
parce que voilà, le dessinateur, quand il fait les pages, il faut lui verser des avaloirs pour qu'il puisse payer ses factures. Mais quand le dessinateur met un temps fou à faire le projet et qui dépasse d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça vous fait un trou dans la trésorerie. Donc c'est du stress parce que on n'est pas solide. Olydri n'est pas solide. Comme je disais, le crowdfunding, c'est quelque chose d'autre. Quand on fait une prévente, oui, c'est génial. On dit, ah super, on fait la prévente. Là, par exemple, bon, je vous parle, on a vendu 1000 bouquins sur ce qu'on a fait. C'est génial, je suis super content. 1000 bouquins, en plus, je vais tous les signer. Donc, je vais les voir passer. Donc, je réalise la quantité que c'est. Mais ces bouquins, parce que justement, on paye convenablement les personnes avec qui on travaille, ils ont coûté 35 000 € à faire. Une BD, en fait, c'est une BD franco-belge, c'est 25 000 €. Un manga, c'est 16 000 € en moyenne. Et souvent, c'est la fourchette basse là, que je vous donne, ça peut aller bien au-delà. Donc forcément, quand vous sortez un bouquin, vous êtes à... là, il y en a 3, on est à moins 35 000 sur les 3 bouquins qu'on vous propose là. Et bon, on en a vendu 10 000, enfin 10 000, ça serait bien. Et on a gagné 14 000 €. On est toujours à moins 21 000 €. C'est ça, ouais, c'est ça. On est toujours à moins 21 000 €, donc c'est toujours un gros négatif, mais il n'empêche que les bouquins sont en cours d'impression, pas encore terminés, et déjà on commence à combler le vide. C'est mieux que la plupart des maisons d'édition. Donc en ça, on a de la chance. Mais comme on est fragile, les gens nous voient comme Amazon, parce que sur Internet, comment dire, les gens, quand ils voient Olydri, quand ils voient Noob, on a l'impression qu'on est 15 fois plus gros aux yeux des gens que ce qu'on est actuellement. Je ne parle pas de notre poids. Je parle bien du rayonnement, pas culturel, mais voilà, on a une société, on est structuré, on s'adapte. On était là avant les youtubeurs, avant YouTube même. Déjà, avant YouTube, on faisait déjà des vidéos, Final Quest et tout ça. Ça fait 21 ans, non, ça fait 20 ans, ça va faire 20 ans là qu'on a commencé à faire nos premiers films amateurs. On a été chez des grosses maisons d'édition, et puis quand on a arrêté ça, on a créé notre propre petite maison d'édition indépendante et on crée du contenu. On a popularisé, alors c'est une chance, c'est pas nous qui avons tout fait, c'est la communauté, mais on a popularisé le crowdfunding en France, et pas qu'un peu. On a fait un crowdfunding record d'Europe en 2013, et puis en 2017 on a refait un record d'Europe. Donc là, aux yeux des gens, ça paraît énorme. On a des locaux, c'est pas tous les youtubeurs qui ont des locaux. Et puis, on a donc, comme je disais, notre maison d'édition, donc une certaine autonomie. Et qui dit maison d'édition dit espace de stockage, dit maquette, dit collaboration avec des dessinateurs, dit réseau d'impression, dit... Enfin voilà, il y a toute une chaîne qu'on est capable d'assumer seul. Et puis là, on arrive à la saison 10 de Noob, on annonce encore un Grand Rex, parce qu'on en a fait déjà 3. Donc des Grands Rex, je peux vous dire que quand on sort les vidéos des Grands Rex, ça en jette. Les gens, ils se disent « Oh !» Les mecs, ils font des Grands Rex, ils louent la salle du Grand Rex, c'est fou. Et pourquoi on a loué? Parce qu'il y a les gens qui achètent les places et que du coup, on a le budget pour le faire. Et c'est grâce à la communauté, comme toujours. Et puis là, on tourne avec des acteurs américains et professionnels français. On tourne avec des comédiens de doublage. On a tourné avec des 3 stars américaines. Alors certes, aujourd'hui, elles n'ont pas la carrière qu'elles avaient à l'époque. Évidemment, si elles avaient la carrière à l'époque, elles seraient trop occupées pour venir jouer dans un truc amateur comme Noob. Mais je suis désolé, mais Corinne Nemec, Abraham Benrubi ou Nicolas Brandon, c'est des monuments. C'est des monuments. C'est des gens qui ont des carrières folles. Et quand vous discutez avec eux, quand vous les voyez jouer, vous vous dites, mais c'est impressionnant, c'est un truc de fou. Et là, j'ai... Dans ma poche, sur mon ordinateur, j'ai 2 scènes complètes, une pour le film, une pour la saison 10, avec des acteurs américains, dont les grandes retrouvailles entre Kubiak et Parker Lewis. Depuis plus de 20 ans, ils ont plus joué ensemble. Et là, ils vont se retrouver dans une série française. Donc évidemment, les gens nous voient beaucoup plus gros qu'on ne l'est réellement. Parce que ce qu'ils ne voient pas dans tout ça, c'est que quand on fait la maquette, c'est moi qui vais faire la maquette. Donc la maquette d'un roman, la maquette d'une bande dessinée, la maquette d'un manga, la maquette, je sais pas moi, quand on fait les Blu-ray, c'est moi qui vais faire l'autoring du Blu-ray.
À la base, je ne sais pas le faire, ça, je me forme. Je n'ai pas quelqu'un qui le fait pour moi. Les menus, les ramifications, l'encodage, faire en sorte que le Blu-ray fonctionne, apprendre que une duplication, c'est pas comme une réplication, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, pareil pour le DVD. Et puis, c'est des musiques, il y a des normes, c'est compliqué. Et puis, savoir que le logo du DVD Blu-ray, il faut payer pour ça. C'est pas quelque chose que vous pouvez prendre sur Internet et coller votre logo Blu-ray. Il y a des licences à payer pour ça. Et il faut trouver le bon fournisseur, il faut être capable de faire quelque chose de qualité, il faut être capable de faire l'image qu'il y a sur la galette. Quand vous avez ce qu'ils appellent la galette, c'est-à-dire le DVD ou le Blu-ray, vous avez une image qu'il faut mettre au bon format, il y a des mentions légales à mettre. Et puis quand vous mettez un code barre, il faut s'inscrire quelque part. Donc il faut être capable de savoir où s'inscrire, comment obtenir ce code barre. Et puis il faut des numéros EAN. Et puis quand vous éditez quelque chose, que vous voulez faire une maison d'édition, il faut avoir ce qu'on appelle, je crois que c'est le Gen Code. C'est-à-dire il faut avoir un code comme quoi vous êtes bien une maison d'édition et que vous rentrez dans cette logique-là, mais vous avez aussi une boutique en ligne. Et donc cette boutique en ligne, il faut avoir aussi le numéro d'identification comme quoi vous êtes libraire pour avoir la possibilité de vendre et pour pouvoir ensuite s'inscrire chez des fournisseurs pour pouvoir vendre d'autres choses. Et puis ensuite, il faut être dans la grande distribution, donc il faut savoir comment ça marche, trouver un diffuseur, un distributeur, signer chez eux, négocier, parce qu'évidemment, signer chez un diffuseur et un distributeur, mais il faut quand même pouvoir préserver son côté auto-édition et vendre en direct, en crowdfunding, et puis en salon, et puis sur la boutique en ligne, sans avoir à chercher du stock chez son distributeur ou lui payer une part sur quelque chose qu'on vend en direct et sur laquelle il n'a pas fait de travail. Il y en a certains qui ne négocient pas ce genre de choses et qui vont se retrouver alors qu'ils vendent en salon de main à verser une somme à leur distributeur, ce qui me semble totalement fou. Donc il faut négocier, il faut connaître le droit. Là, je vous donne un petit combo là, pour vous montrer toutes ces choses qu'il faut être capable de faire. Mais tout ça, il faut l'apprendre. C'est une charge mentale d'apprendre tout ça. Et après, il faut le retenir et pratiquer et pas se tromper. Et puis, quand vous pratiquez tout ça, chaque imprimeur est différent, donc ils vont passer des gabarits. Il faut que vous sachiez que par exemple, il y a une limite en termes d'ancrage. C'est-à-dire que si vous dépassez le 300 à 340% de taux d'ancrage, vous risquez d'avoir un papier trop chargé en encre, humide, qui du coup est abîmé. Donc il y a des profils colorimétriques, il faut apprendre ce genre de choses. Et puis il faut savoir que quand on livre une maquette en couleur, il faut que ce soit en CMJN et pas en RVB. Donc il faut être capable de faire les choses comme il faut, avec une bonne gestion des couleurs, avec le bon profil colorimétrique. Et puis il faut apprendre qu'il y a des bords perdus, et puis il y a les lignes de bloc, et puis il y a les lignes de coupe. Il faut être capable de savoir qu'est-ce que c'est quoi tout ça. Est-ce que j'ai travaillé avec les bons fonds perdus, est-ce que je travaille sur le bon logiciel. Il faut être capable de maîtriser tous ces logiciels. Il faut être capable aussi de savoir que quand vous travaillez sur du noir 100%, donc c'est du bitmap, donc si jamais vous ne faites pas du bitmap, vous travaillez en CMJN, et si vous travaillez en CMJN, il faut qu'il y ait donc du cyan, magenta, jaune et noir qui fusionnent et qui vont créer du noir, et donc ça sera beaucoup moins précis que si vous travaillez en noir 100%. Et puis en plus, ça va consommer beaucoup plus d'encre, et l'imprimeur va refuser, parce que ça va faire des pâtés, ça va consommer énormément d'encre, etc. Donc il faut maîtriser le bitmap. Mais le bitmap, du coup, c'est pas la même définition, c'est pas du 300 dpi, il faut bosser en 1200 dpi cette fois-ci. Et donc parfois, il faut mélanger aussi, il faut faire des trucs un peu hybrides. Et puis une BD, c'est pas la même maquette qu'un manga, c'est pas la même maquette qu'un roman. Le roman, moi je travaille sur Word, et par exemple sur Word, il faut être capable aussi de faire ce qu'on appelle une imprimante virtuelle pour pouvoir ensuite aller dans les paramètres PDF et pouvoir faire tout ce qu'il faut. Et de temps en temps, si vous travaillez sur une police différente, il faut l'incorporer au document. Donc il faut être capable de comprendre tout ça, une horreur. Enfin, tout ce que je vous dis là, ce sont des choses qu'il a fallu apprendre et qu'il faut retenir. Et des technologies évoluent. C'est comme les effets spéciaux, c'est comme la bande son pour la vidéo, c'est comme toutes ces choses-là. Il faut maîtriser toutes ces données. Donc il faut être autodidacte, il faut être Jarod le caméléon. Et donc il faut apprendre, il faut apprendre. Et d'un autre côté, vous avez toutes ces contraintes techniques que malheureusement aujourd'hui je suis le seul à maîtriser chez Olydri. Mais d'un autre côté, quand je dis malheureusement, c'est qu'il faudrait quelqu'un, même plusieurs personnes, parce que pour le coup là je parle de plusieurs métiers à ces postes-là, mais ceux qui y sont, ils ne peuvent pas apprendre ça, ils sont déjà sur d'autres tâches et ils cumulent déjà plein de boulot.
Donc c'est pour ça qu'on a l'air plus gros que ce qu'on est réellement, parce qu'on cumule un nombre de boulots énorme. Et puis quand on a eu l'idée de faire un crowdfunding, il faut être capable d'apprendre c'est quoi un crowdfunding, les rouages du crowdfunding. Si vous demandez ce que c'est un crowdfunding à une grosse société ou à un petit indépendant, c'est pas la même approche. Moi j'ai entendu des gars dire mais nous le crowdfunding on n'en avait pas besoin à la base, on l'a fait parce que ça fait de la com et en fait ça va payer notre com, c'est-à-dire qu'on fait le crowdfunding, du coup ça nous oblige à dire aux gens venez donnez, c'est génial, c'est la fête, du coup on va payer des gars pour nous faire le crowdfunding, du coup ça va faire une espèce de com qui va circuler sur internet et ça va nous faire un prétexte pour parler du projet. Si en plus on atteint un gros montant, on va dire regardez, vous avez vu comment on est bankable, on a eu 100 000 balles, on s'est gavé, mais en vrai ces 100 000 balles, les mecs ils disent on n'en avait pas besoin. On les utilise pour rembourser le coût que nous a coûté le crowdfunding parce qu'on l'a fait faire à des gens. Nous, on le fait tout seul, le crowdfunding. C'est un crowdfunding qui est un crowdfunding d'auteur à communauté. Donc, il faut qu'il y ait une certaine authenticité. Et puis, il y a les erreurs aussi. Il y a les erreurs qu'on va faire. Sur chaque crowdfunding, j'ai fait des erreurs, j'ai commis des erreurs. Pas des erreurs, on va dire, rédhibitoires. À chaque fois, on a pu les surmonter. Mais évidemment, quand vous essuyez les plâtres comme ça, vous ne pouvez pas de suite avoir tout bon. Embaucher ses potes, c'est la dernière chose à faire sur Terre. C'est ne jamais le faire. On s'en est bien sorti, on ne s'est pas disputé, etc. Mais ne jamais faire ça. Un pote qui va vous suivre sur tout un projet bénévole, il en prend la décision de le faire. Mais si demain, vous l'embauchez, moi, je ne me sens pas d'engueuler mon pote en disant hey, « je suis ton patron, tu fais ce que je te dis ». Donc s'il ne veut pas le faire, ben voilà, il ne le fait pas et moi je ne veux pas m'engueuler pour ça. Mais du coup, c'est contrariant. Alors quand je dis il ne veut pas, des fois il ne peut pas le faire ou il n'y arrive pas. Et puis il y a le constat d'échec. Et puis des fois il y a des gens qui vont se révéler, des machins. Donc on ne peut pas faire tout bon. Par exemple, sur le crowdfunding actuel, j'ai fait une erreur. Alors ça part d'un bon sentiment, mais c'est une vraie erreur. J'ai dit sur le jeu vidéo, je veux que tout parte dans le projet. Donc tout va, on a donné le maximum de ce qu'on pouvait donner à Black Pixel, qui eux-mêmes font une prestation qui est maximale aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais la charge de travail est monstrueuse. On a donné le maximum de ce qu'on pouvait allouer au jeu à Black Pixel. Et on a donné le maximum de ce qu'on pouvait allouer aux contreparties pour qu'elle soit le plus beau possible, machin. Enfin voilà, ça va être assez grandiose. Et le reste, c'est les frais de port. C'est simple, vous êtes 20 000 aujourd'hui contributeurs, vous faites 20 000 fois 5 euros par exemple, ça fait 100 000 balles. Rien que de timbres et de machin et tout ça, juste pour que la contrepartie arrive chez vous. Donc ça se chiffre très vite. Et je me suis dit, moi je ne veux pas être payé. Sur tout ce que je vais faire, je ne serai pas payé. Et en fait, c'est une erreur. Non pas de ne pas me payer, mais en fait, Olydri fonctionne à 65-70% sur ma créativité. C'est-à-dire que si j'arrête de faire des romans, si j'arrête de faire des BD, etc., ça ne sert plus à rien d'avoir des locaux. Puisqu'on a des locaux pour stocker. On a des directeurs d'édition, on a des fournisseurs, etc. Et si demain, j'ai plus le temps d'avancer sur mon univers transmédia parce que je dis pendant 1 an je bosse sur le jeu vidéo. Mais comment fait Olydri du coup? Ça j'y ai pas pensé. Si Olydri n'a pas de livres, pas de nouveautés, pas d'activité finalement, les employés ils sont là, ils se tournent un peu les pouces, on ne fait pas de nouveaux bouquins, les aventures n'avancent pas, donc les fans ils se disent ça fait 1000 ans que j'attends mon roman, c'est bon, je suis un peu passé à autre chose, ça fait 1000 ans que j'ai pas eu de nouveaux épisodes, etc. Donc du coup c'est normal, si jamais on ne crée plus. Donc Olydri c'est une société, il y a des coûts fixes, on a à peu près 10 000 euros de coûts fixes par mois. Ça veut dire que chaque mois, si jamais il faut atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires pour être à zéro, ou de bénéfice. En fait en gros, il faut couvrir 10 000 euros de dépenses pour être à zéro, et c'est au-delà qu'on arrive à générer des sous. Et donc du coup à payer un petit peu, non même pas à se payer, dans les 10 000 euros je compte les droits d'auteur, les salaires, les locaux, je sais pas moi, le comptable, je paye les stockages, la gestion, tout ce qui est coût fixe, internet, l'électricité, l'eau, etc., etc. Voilà, et donc du coup on a la grande distribution, on a PGM Stuff, on fait des salons, etc. Ça nous permet de continuer l'aventure. C'est pour ça que je dis tout le temps merci à la communauté, parce que si la communauté ne nous suivait pas sur tous nos projets, on n'aurait pas de locaux. Si on n'avait pas de locaux, on ne pourrait pas stocker. Donc il faudrait faire des choix. Donc on ne pourrait pas continuer à éditer des bouquins si on ne pouvait pas les stocker. C'est une mathématique. Quand vous faites un bouquin, vous en éditez entre 1500 et 3000.
Quand ça arrive, vous n'allez pas mettre ça dans votre salon, enfin sur un bouquin c'est éventuellement possible, mais quand vous en êtes à votre 5e tome, 6e tome, il faut des locaux. Donc les locaux ça coûte des sous. Et puis une communauté, ça s'entretient en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire à votre communauté « salut, je disparais pendant un an, bye bye !» Et puis vous revenez un an plus tard « salut, ça y est, j'ai fini le film de la trilogie. J'ai fini le premier film, super !» Donc la communauté elle dit « Génial, c'est l'événement, c'est super, j'aime bien les noobs, je vais regarder l'épisode. » Et puis regarde l'épisode. Et puis 1h30 après, éventuellement on discute un peu sur les réseaux sociaux et tout ça, puis on passe à autre chose. Et on se dit, mais attends, ça veut dire que j'entendrai plus parler des noobs pendant encore un an, le 2e film. Et donc vous flinguez votre communauté en faisant ça. Nous, on a de la chance que vous soyez encore là. Hein. Mais du coup, avec le jeu vidéo, quand j'ai pris la décision de faire le jeu bénévolement, et donc le jeu vidéo c'est 3000 heures de travail, hein. Donc vous faites le calcul, 3000 heures, hein. Vous dites allez à peu près 10 heures de travail par jour, vous comptez le nombre de journées que ça m'a pris de travail et d'énergie et de charge mentale. J'ai une vidéo qui résume bien tout ce que j'ai fait sur le jeu vidéo, je ne vais pas détailler ici, hein, mais voilà, c'est un boulot énorme, énorme, 3000 heures de travail cumulé. Et ça continue, j'ai rendez-vous dans pas longtemps, là, mercredi prochain avec Black Pixel pour une réunion, donc ça encore c'est du temps alloué aux jeux vidéo, c'est génial, parce qu'ils vont me montrer plein de choses qu'ils ont fait, donc moi je suis à 2000, hein, je suis content, mais il n'empêche que c'est du temps pendant lequel je ne travaille pas pour Olydri. Et donc, tout ce temps passé à travailler bénévolement, en fait ce que j'aurais dû faire, c'est avoir un budget pour permettre à la boîte de ne pas être en difficulté pendant la période où je bossais moi bénévolement sur le jeu vidéo. Ça, je ne savais pas qu'il fallait fonctionner comme ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Du coup, j'ai travaillé 3000 heures pour le jeu vidéo, plus j'ai travaillé en écrivant des bouquins, comme je faisais, etc. Donc du coup, je me suis mis à être en sur-régime, totalement en sur-régime, parce que sinon, la boîte, elle ne tenait pas, c'était pas possible. Et puis moi, je me suis rendu compte que ça me manquait de ne pas continuer mes bouquins, mes mangas. Et puis pareil, j'ai des dessinateurs. Si mes dessinateurs, je leur dis, les gars, pendant un an, j'ai plus aucun scénario à vous filer. Ils vont signer ailleurs, ils vont sur d'autres projets, c'est normal, il faut bien qu'ils vivent. Donc je ne peux pas les mettre sur pause. Et puis dire à la communauté, voyez le tome suivant, je fais un jeu vidéo là, donc pendant un an vous n'aurez rien. C'est pas possible. En fait non, j'ai manqué de lucidité, à trop vouloir bien faire, du coup j'ai pas été bon. Et donc la charge mentale était colossale, 3000 heures de travail, travailler seul, parce que j'ai cumulé beaucoup trop de postes pour un jeu vidéo. Alors je suis content de les avoir faits, hein. C'est un rêve de gamin qui est réalisé. Aujourd'hui en plus j'ai fini la plus grosse partie de ce que je devais faire, donc je suis soulagé. Mais ça a été très dur, parce qu'il fallait que l'esprit et le corps soient en mesure de fournir ce travail avec un niveau d'exigence qui est quand même assez élevé, parce que quitte à bloquer du temps, moi je refuse de faire les choses par-dessus la jambe. Pour moi, j'ai toujours promis, c'est une promesse que je me suis fait à moi-même, le jour où je fais n'importe quoi sur une saison de Noob, sur un film, sur un roman, etc., j'arrête. Et je reprends ma carrière de juriste, et je sais pas, j'ai passé mon concours d'avocat et je deviens avocat, je sais pas. Mais c'est soit tu fais les choses bien, à fond, tu peux foncer à fond dans le mur, hein, c'est pas un problème, mais tu l'as fait comme il faut. Mais le jour où je ferai... on peut faire des mauvais choix, et les gens qui se disent « Ah, j'ai pas du tout aimé, par exemple, je sais pas, j'ai intégré l'e-sport à partir de la saison 9. » Si les gens avaient dit « J'ai pas aimé ce choix, j'y suis allé à fond, j'ai travaillé à fond, et c'est un choix assumé. » Bon, si ça avait pas plu, j'aurais pris un risque, mais j'aurais pas été déçu, parce que la saison, j'estime quand même que la saison 9, souvent on me dit quand même que c'est la meilleure des 9 saisons. En tout cas, je pense qu'il y a un petit pas en avant qui a été fait. Alors après, on va préférer la nostalgie des débuts, on va préférer l'intensité de la trilogie, enfin c'est différent. Mais voilà, j'ai pas triché avec la saison 9, je travaillais à fond, et la saison 10 ça va être pareil. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas tourné aujourd'hui, c'est parce que j'aurais pas été à fond. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là. Donc travailler 3 heures sur le RPG et se dire, si jamais je fais rien pendant un an, même un an et demi, à l'échelle transmédia, je perds ma communauté en grande partie, parce que je vais rien avoir à leur fournir. Et si jamais je fais plus mes bouquins, je manque de respect à mes lecteurs aussi. Et puis je mets en chômage technique mes dessinateurs. Et tout faux. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais faire le jeu vidéo et je vais continuer à travailler en plus sur mes projets transmédia.
Et là, j'ai explosé de l'intérieur. En 2019, ça a été d'une difficulté. Et sachant qu'après la trilogie, j'avais dit, si jamais ma santé est en danger, si je continue à mettre ma santé en danger, j'étais monté à 106 kilos, j'arrête Noob. J'arrête Noob. Et du coup, je me suis mis à faire du sport tous les jours. Et donc, voilà, pendant 1 an, j'ai fait du sport tous les jours. Donc, c'est charge mentale, hein, toujours pareil. Il faut y aller, et puis il faut se faire mal pendant 1 heure, hein, parce qu'il ne faut pas faire ça pour rigoler, quitte à bloquer du temps. Sachant que pendant le sport, généralement, je réponds à mes messages privés et tout ça, parce que j'arrive plus à suivre les messages privés, les machins. Je suis totalement débordé, je fais ce que je peux, mais ça aussi, c'est une charge mentale horrible, parce que les gens, ils vous relancent et tout ça. Et donc, je me suis retrouvé à travailler tout ça, et puis au bout d'un moment, j'ai même été obligé d'arrêter le sport. Et alors ça, je l'ai très mal vécu. Ça fait 4 mois où il fallait que je finisse les dialogues du jeu vidéo, et j'étais obligé d'arrêter le sport. Là, je reprends, heureusement, c'est bon. Mais ça, je l'ai très mal vécu, parce que je me suis dit, j'ai pas de loisirs. J'ai pas le temps. Je travaille sur un nombre de taf. Enfin voilà, c'est des jobs à plein temps, il y en a un paquet. Et en plus de ça, je peux même plus m'occuper de ma santé. Ça m'emmerde, vraiment. Heureusement, j'ai passé le plus dur. Et je pense très honnêtement que même si jamais il y a encore beaucoup de boulot, même si jamais il y a encore beaucoup de pression, petit à petit, je reviens à un niveau de charge mentale équilibré. Mais vraiment, il faut faire très attention à la charge mentale. Comme on dit, la passion est dévorante. La passion, c'est génial. Moi, j'ai conscience de vivre un rêve et tout ça, mais on peut se détruire avec ça. On peut se détruire avec trop d'exigences, avec créer une machine qui vous dépasse. Au Lidri, demain, je tombe malade. Je ne sais pas comment on ferait. Demain, je fais un burn-out, imaginons. On n'a plus de maquettistes, on n'a plus de contenu, on n'a plus de com, de lien avec la communauté, on n'a plus d'épisodes de web-série. Le jeu vidéo, ils n'auraient plus d'interlocuteurs pour le finir. Donc il faut faire gaffe, vraiment, il faut faire gaffe. Donc la charge mentale, c'est quelque chose qu'il faut, pour une hygiène de vie, c'est quelque chose qu'il faut faire très attention, très attention. Et c'est pour ça que j'avais jamais vraiment évoqué ça. Alors c'est quelque chose que je vais évoquer dans le bouquin que je prépare, où il y a encore un truc sur les coulisses de l'univers, les choses qu'on a réussi, qu'on a raté et tout ça. Mais j'avais envie de faire ce petit vlog pour vous dire là, comme ça, un peu toutes ces choses. Parce qu'évidemment, voilà, j'ai bien détaillé la web-série, j'ai pas trop détaillé, parce que je vous ai même pas parlé, évidemment, les romans, il faut les écrire. Un roman, mais vous demandez à quelqu'un, un romancier, écrire un roman, mais c'est une épreuve, c'est une douleur, mais pas une douleur, c'est pas désagréable, mais il faut se faire violence pour aller au bout d'un roman. Combien de personnes se lancent dans des romans et ne vont pas au bout? Et puis quand vous écrivez votre roman, il faut avoir un niveau convenable, il faut utiliser les bons termes, donc il va falloir relire jusqu'à ce que vous soyez satisfait de ce que vous faites. Il faut que ce soit cohérent. Quand vous faites un premier tome, déjà, quand vous commencez à arriver à la page 100, 150, déjà, il faut que ce soit bien ficelé. Si jamais vous trouvez une clé à la page 5, il faut bien qu'il y ait une serrure avant la fin du bouquin pour pouvoir l'ouvrir. Enfin voilà, c'est un exemple comme ça, mais il faut être capable de faire en sorte que le bouquin soit cohérent. Il faut que vos personnages soient travaillés, il faut que l'univers soit étoffé, il faut que votre style soit digeste pour le lecteur. Et donc il faut connaître suffisamment la langue française, la syntaxe, l'orthographe, la grammaire, toutes ces choses-là. Et puis quand vous arrivez au 5e tome qui s'inscrit dans un univers transmédia avec des spin-offs et que vous avez les romans, les machins, etc., il faut être capable de faire quelque chose de cohérent, parce que votre communauté, en plus nous on a la chance d'avoir une grosse communauté. Quand je dis grosse communauté, c'est rien à côté des youtubeurs ou des professionnels, mais il n'empêche que la communauté est suffisante pour pouvoir en vivre et pour pouvoir avoir une petite structure et être indépendant. Et donc en fait, il faut tout le temps avoir ce niveau d'exigence et s'y tenir. Et c'est très compliqué. Vous faites un manga, mais il ne s'agit pas juste de balancer des pages comme ça. Il faut donner une documentation à votre dessinateur. Il faut que vous demandiez exactement ce que vous voulez, les plans, etc. Donc il faut visualiser chaque page. C'est pareil pour la bande dessinée. Si jamais vous rentrez du Japon et que vous avez envie de faire des light novels, il faut vous intéresser au format, il faut vous documenter, parce que ça ne se fait pas en France. On n'a pas de light novel au format japonais. On a l'édition Ophelb qui font des omnibus, des romans en adaptant donc des mangas, des light novels, mais là il faut être capable de faire les choses comme il faut. Donc niveau d'exigence toujours élevé, productivité suffisante pour que la communauté ne soit pas trop frustrée,
tourner suffisamment souvent pour que, on va dire, le groupe de 50 personnes qui nous suivent ait la possibilité de se sentir concerné par le projet. Et d'ailleurs, il faut justement concerner tout le monde, donc il faut faire tourner tout le monde. Donc il faut créer des personnages intéressants, importants, que chacun se sente important, que personne ne se dise voilà, moi je suis laissé pour compte. Et puis surtout faire très attention aussi aux personnes qui sont les plus discrètes et qui ne vont pas se plaindre. Vous avez ceux qui se plaignent tout le temps et qui vont dire moi j'ai pas ça, j'ai pas ça, mais j'ai pas ça. Alors dans l'équipe, ça va, on s'en sort bien. Les rares qui étaient un peu comme ça, ils ne sont pas restés très très longtemps ou alors ils ont été mis un peu à la marge parce que moi je fais très attention à ce qu'il y ait un respect. Une personne dans une équipe qui va manquer de respect à quelqu'un parce qu'il tient la perche et que lui il estime être un rôle principal, c'est dehors, illico. Quelqu'un qui va mal parler aux fans. Alors bon, je ne vous parle même pas de MeToo, si on avait un MeToo, mais la personne, je la brûle sur place. Mais j'ai vraiment des principes. Donc aussi, il faut être capable d'asseoir ces principes. Et puis, il faut avoir suffisamment, on va dire, il faut tenir suffisamment la barque pour que votre groupe vous respecte suffisamment pour avoir envie de vous écouter. Je suis le patron de personne. Donc si un acteur me dit non, j'ai plus envie, alors soit de tourner, bon ça c'est son droit, ou non, j'ai pas envie de dire ça, je fais comment? Il faut qu'il me fasse confiance quand même, l'acteur, il faut qu'il se dise ok, ça me saoule, parce que moi j'aurais pas vu ça pour mon personnage, ou j'aurais pas vu cette tenue pour mon personnage, etc. Mais je te fais confiance parce que c'est toi qui as les rênes et que jusqu'à maintenant tu as toujours mené, puisque je parle de rênes, on va dire le traîneau à bon port. Mais voilà, c'est plein de nuances, c'est énormément de choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de la charge mentale, parce que le transmédia, l'univers de Noob et tout ça, c'est quelque chose qui peut vous faire exploser le cerveau, qui peut vous... Si vous n'êtes pas vraiment passionné, quand vous vous retrouvez à être indépendant, à avoir des contrariétés, des attaques aussi, on a eu des attaques, etc., vous pouvez péter un boulon et faire un burn-out ou tout arrêter. Hein. On a vu des youtubeurs qui d'ailleurs ont tout stoppé en disant maintenant stop, j'arrête, j'en peux plus, trop de méchanceté sur internet, trop de pression, trop de contenu à faire, j'en peux plus, machin. C'est possible, donc il faut faire attention, il faut aussi avoir... parce que forcément on croise du monde, il ne faut pas se fâcher avec les gens autour, mais il ne faut pas se laisser faire non plus. Il faut se faire respecter, il faut respecter les autres, donc faire attention aux gens qui pourraient vous prendre de haut, ou faire attention aux ragots. Donc il ne faut pas hésiter aussi quand il y a des gens qui vont raconter des bêtises sur votre dos, dire on en discute, pas faire l'autruche, ne pas avoir de langage faux, être droit dans ses bottes. Alors ça les gens ils n'aiment pas en général. Moi je suis plutôt du genre, si j'ai un souci, la personne elle a le droit à une discussion entre quatre yeux. Ça ils n'aiment pas. Des fois c'est comme la télévision, c'est que c'est des milieux où des fois les gens ils aiment bien être hypocrites et ils aiment bien que tout le monde sourie à tout le monde. Et nous en général, quand vraiment on nous cherche, on fonce. Sujet de discussion, on en parle en off et on règle les problèmes. Et donc du coup les gens ne nous embêtent pas parce qu'ils ne veulent pas passer par cette discussion désagréable. À côté de ça, il faut quand même que j'ai des idées pour raconter des choses. Hein. Donc déjà le quotidien c'est pas facile, mais en plus il faut l'imaginaire. Donc la réalité est contraignante et l'imaginaire il faut qu'il continue à être foisonnant. Et heureusement, faire attention donc, à ce que la machine ne devienne pas trop grosse. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on devienne trop gros. Et je ne veux pas que Olydri passe certains caps et tout ça. Parce qu'il faut qu'on reste à taille humaine si on veut contrôler les choses. Peut-être qu'après, quand j'aurai fini Noob, peut-être qu'on essaiera de faire un dossier pour voir si on ne peut pas faire un reboot professionnel chez Netflix. On s'en fout, on aura fini Noob. Toutes les saisons, elles existeront en indépendant. Donc qu'on s'amuse à tenter un truc professionnel. Au pire ça intéressera d'autres personnes et les anciens qui ne seront pas d'accord ils pourront dire bah ouais mais moi je préfère regarder les anciennes séries Noob et puis ça sera peut-être amusant et puis ça me permettra de voir aussi une autre facette des mondes de l'imaginaire ou peut-être que ça sera réussi aussi, hein, c'est possible et peut-être que ça se fera pas, surtout c'est surtout ça et puis pareil, on demande des aides des fois quand on fait des choses. Là sur le jeu vidéo on a demandé des aides, mais en général les gens nous disent ah non, vous aurez rien, vous serez seul, vous aurez rien, donc ça demande du temps, etc. Mais en même temps c'est aussi notre responsabilité de demander des aides parce qu'on a un budget, on a un projet, le but du jeu c'est de sublimer le projet, ça passe aussi par hey, les gars, on fait un jeu vidéo, est-ce qu'il existe des aides pour le jeu vidéo pour pouvoir éventuellement l'améliorer, faire un portage sur une console, on ne sait pas, enfin des choses en plus du crowdfunding.
Donc c'est aussi notre responsabilité d'aller au-delà du simple projet en lui-même. Ça demande du temps, ça demande de la formation, ça demande un réseau, ça demande des contacts. Et souvent, ça demande d'encaisser des noms. Et donc c'est contrariant. Mais voilà, ce que je pouvais vous dire dans ce petit vlog. Donc si je dois faire un bilan très rapide, il faut être capable de se dire Olydri, c'est très fragile. Et pourtant, ça a l'air d'être très gros. On a l'air d'être un genre d'Ankama. Voilà, on fait des jeux vidéo, on a des acteurs américains, on remplit des grands rex. On était là avant le premier youtubeur, avant le premier streamer, avant YouTube, avant les réseaux sociaux, et on est toujours là 20 ans après. On est inébranlable, etc. En fait, non, on est fragile. Mais on est quand même un peu solide. Mais ce que je veux dire, c'est que tout peut s'écrouler très très vite si jamais on lâche un peu l'affaire, on lâche la pression, si jamais on fait des mauvais choix, on n'a pas cette marge de sécurité que peut avoir une vraie grosse boîte. Certaines boîtes, s'ils font une erreur, ils disent bon ben voilà, on a perdu 20 000 euros avec cette affaire et tout. Ben, nous, si on perd 20 000 euros, on n'est pas sûr d'être là 6 mois plus tard. Il faut cravacher et voir si on peut s'en sortir. Donc on paraît gros, on est fragile, mais on est quand même solide parce qu'on ne se laisse pas faire, parce qu'on a un gros réseau, parce qu'on connaît énormément de monde, parce qu'on a beaucoup de compétences, etc. Donc ça, c'est bien. Donc charge mentale, c'est « Ah, attention, on est fragile. Ouais, mais tout va bien parce qu'on a de la ressource. Ouais, mais attention, parce qu'économiquement, si jamais on a des problèmes, on peut s'écrouler. Oui, mais on est indépendant et si je travaille plus, je peux peut-être combler cet imprévu, par exemple, parce qu'on a notre destin entre les mains. Et on a des acquis, on a une communauté qui nous suit depuis longtemps, qui nous soutient, on a quand même un renouvellement de cette communauté, donc on peut espérer encore continuer l'aventure. Et puis au pire, si ça se termine, est-ce que c'est grave? On a vécu une belle aventure quand même, c'est génial. Donc on est record d'Europe de crowdfunding, ouais génial, mais du coup il faut qu'on soit à la hauteur, parce que on va faire un jeu vidéo les gars, on n'a jamais fait de jeu vidéo. Donc allez, on y va, ok, pas de problème. Et puis, voilà, il y a le saut dans l'inconnu, il y a le côté pionnier, il y a le côté électron libre, il y a le côté, on a tout vu, on a vu Internet évoluer. Je veux dire, moi, les seuls qui sont plus anciens que nous sur Internet que je connais, c'est POC, John Lang avec Nullbuck et Reflet d'acide avec JBX. Mais sinon, globalement, on fait partie des plus anciens. On n'est pas les plus anciens, on fait partie des plus anciens. On a tout vu, on a résisté à tout et on s'est renouvelé et on continue à avoir la chance d'être pionnier sur certains trucs. Le crowdfunding, les gars, on tente un crowdfunding, on est record d'Europe. Ah, mais du coup, y a l'État qui est focalisé sur nous. L'œil de Sauron, là, quand on a généré le record d'Europe, l'État, il a fait l'œil de Sauron, il s'est focalisé sur notre société. Les gars, vous êtes des clowns et vous avez généré 682 000 euros, on va vous surveiller de très près. Et puis, il ne connaissait pas ce que c'était un crowdfunding, donc il a fallu voir. Les gars, on appelle les impôts pour savoir comment on fait pour la TVA, comment on fait pour machin. Et puis après, on rebat le record d'Europe. Et puis, on est invité sur des plateaux télé, BFM Business, machin. On dit, mais qu'est-ce que je fous sur BFM Business? Donc, il y a une vraie charge mentale. Il y a à la fin, c'est vraiment ah là là les gars, c'est les montagnes russes, je suis super stressé parce que là on a des échéances de folie, on fonce dans l'inconnu, il y a tout ce qu'on devait faire déjà avant qui prenait du temps, mais en plus on a des choses encore plus longues à faire et en plus on commet des erreurs de temps en temps parce qu'évidemment on apprend, on ne peut pas tout faire bien du premier coup. Ouais, mais du coup on s'en est sorti, c'est génial, etc. Voilà, charge mentale c'est ça, c'est tout le temps ça. Et le truc, c'est que voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de trouver un équilibre, un bon ratio. En plus de ça, depuis un an, Gaïa et moi, on est devenus parents. Donc, évidemment, on accorde aussi beaucoup de temps à notre petit bébé. Ça aussi, en termes de charge mentale, je peux vous dire que parce que vous voulez faire les choses bien. Là, il faut absolument... c'est plus rien d'autre n'a d'importance quand vous êtes parent. Hein. Donc là, votre enfant, vous faites tout pour que l'enfant se sente bien et tout ça. Donc il y a ça. Et puis d'un autre côté, vous voulez aussi ça serait bien qu'en grandissant, votre enfant puisse voir cette aventure de ses yeux et que ce ne soit pas juste un souvenir. Donc vous vous dites peut-être que si je continue à bien travailler, peut-être que quand elle sera 10 ans, quand elle aura 3 ans, peut-être qu'elle nous verra au Grand Rex sur scène. Et puis elle verra son papa et sa maman avec des super tenues devant 2700 personnes faire la fête, et ben on sera un peu des stars hollywoodiennes pour elle. Voilà. C'est ça, c'est toutes ces choses-là qu'il faut gérer dans une vie quand vous êtes indépendant.
Il faut être assez inébranlable, il faut se relever beaucoup, 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 parce que vous tombez, vous trébuchez souvent. Il faut encaisser, il faut être à la hauteur et il faut se renouveler. Et vraiment, mes atouts principaux, vraiment, c'est bon, ma famille, mes amis, la communauté et cette passion folle que j'ai pour les mondes de l'imaginaire. Ça fait partie de moi. Demain, Noob s'arrête, je m'en moque, je continuerai à écrire des petits trucs pour moi parce que j'ai besoin des mondes de l'imaginaire. Si jamais je devais faire face uniquement à la réalité, ce serait compliqué. J'ai besoin des mondes de l'imaginaire. Donc du coup, voilà, c'était une petite vidéo pour vous parler un petit peu de cette notion de charge mentale, qui n'est pas négatif, hein, ça peut être aussi positif, hein, du moment qu'on sait la gérer. Et puis j'en profite pour dire un grand merci pour rendre tout ça possible. Et j'espère que vous avez pu avoir une vision un peu différente de ce qui a pu, de ce que vous pouvez voir d'habitude. Parce que souvent je parle des contenus, du travail qu'on fait, des licences, des machins. Bah là, je vous parle un petit peu, voilà, de l'envers du décor. Je meurs de froid parce qu'il commence à faire très froid. Je suis allé prendre un peu d'oxygène sur la colline au-dessus du Faron. D'habitude, je viens ici pour tourner. Là, je suis venu pour tourner, oui, mais pour m'oxygéner un peu. Et quitte à m'oxygéner, je voulais voilà, vous sortir quelque chose de spontané sur notre chaîne secondaire sous forme de petits vlogs. Regardera qui voudra. Voilà, je vous dis à très bientôt et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.